c'est ça qui est le plus dur en fait. C'est avaler de la documentation, c'est pas le plus compliqué. Je sais pas comment le cerveau fonctionne, on est des espèces d'éponges à sentiments, à documentation, mais le plus difficile, c'est d'arriver à le distiller dans un bouquin sans sans étaler ce qu'on a appris, sans que ça passe pour un cours magistral, en gros, pour que ne reste que la notion qui nous a fait avancer, celle de plaisir. Donc il faut que ce soit à la fois extrêmement documenté et suffisamment distillé pour que l'histoire prime, que le décor soit là, présent, mais pas étouffant, pas quelque chose de... Voilà. Sinon tu casses tout. Et sinon, pour rebondir sur ce qu'il a dit, je pense d'un seul coup à Philippe Jean, qui dit qu'il y a plein de femmes qui rêvent de vivre avec un écrivain, et il y en a très peu qui sont capables de le faire. Vous imaginez dormir sous la carte du plan de Londres? Et d'ailleurs, ce qui fait le lien en fait entre les deux, entre les femmes et entre la documentation, moi, quand ma femme a lu L'Ange Blanc, elle m'a dit mais pourquoi tu as fait toute cette documentation? Qu'est-ce que tu as fait là tout ce temps? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas tous ces éléments? Et en fait, c'était ça qui était génial, c'est qu'elle n'avait eu que la substantifique moelle, elle avait eu que l'écume, le plaisir, sans tous ces tonnes de documents qu'on a pu compulser pour reconstruire tel ou tel bâtiment qui a été détruit, ou pour imaginer ce que étaient les habits des mammouths pendant la première guerre, par exemple. C'est de l'imprégnation. Totalement. Alors j'ai envie de demander aux illustrateurs comment ça se passe justement pour cet aspect documentaire d'une part. Le fait d'illustrer aussi la couverture d'un bouquin, c'est que ça suppose quand même qu'il l'ait lu. Donc là aussi, il faut que peut-être le livre plaise, parce que parfois on a des livres pénibles à lire et il faut trouver une illustration qui marche bien quand même. Il y a peut-être aussi, chez les débutants, cette tentation de mettre tout sur la couverture, et peut-être de surcharger son dessin, de savoir qu'est-ce qu'il faut sélectionner. Et après, j'aimerais aussi qu'on parle des photos, parce que là aussi, il y a un autre aspect documentaire. Enfin bon, je sais pas. Oui, et pour revenir sur tout ce qu'il vient d'être dit, je pense que la notion de plaisir est très importante, parce que c'est ce qui transforme le labeur du travail en cours en évidence. Alors, ça paraît bête de dire ça, mais c'est valable pour de l'écrit comme de l'image, comme pour n'importe quel domaine. Le fait d'avoir une image qui devient une évidence, c'est une image qui fonctionne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça marche pour le fantastique, c'est de transformer le fantastique en quelque chose de crédible. Et à partir du moment où c'est crédible, c'est-à-dire où il y a un certain nombre de codes qui font que les gens peuvent la comprendre, ils ont intégré l'image. Même si l'image représente quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est ce qui nous fait accepter l'abstrait d'ailleurs. Donc c'est... et le labeur, ce sont les piles et les piles de documents. Oui, moi je fais pareil, je suis un accumulateur de documents. Bon, le numérique permet de stocker un peu moins de livres peut-être. Là je fais un peu moins les déstockages de livres pour essayer de documenter sur à peu près tout et n'importe quoi, puisque j'aime à peu près tout, donc j'ai tendance à accumuler autant de l'Antiquité que du 19e, du début 20e ou période actuelle, que ce soit l'architecture, mode de vie, n'importe quoi. J'ai des catalogues, les catalogues Sears, des grands magasins américains de la fin du 19e siècle pour savoir effectivement comment est-il une bouilloire à la fin du 19e siècle. Enfin, ça va jusque-là, c'est juste du plaisir, mais ça fait partie du labeur. Et c'est vrai que c'est tout ça, une fois que c'est intégré, le dessin devient une évidence. C'est-à-dire que le dessin qui découle de toutes ces heures de travail, c'est à la fois des traits repassés, mais c'est beaucoup de traits repassés dans la tête. Je pense que c'est un recyclage et c'est aussi une accumulation, c'est une telle accumulation. J'ai ce rapport-là aussi en musique. On peut ne pas toucher un piano pendant 2 ans et jouer quelque chose de très bien, même au bout de 2 ans sans avoir touché un piano, parce que le cerveau a continué de travailler. Alors, ça ne se passe pas pendant les années d'apprentissage, parce que les années d'apprentissage, on a besoin d'accumuler. Mais arrivé à un moment, moi je sais que j'arrive un peu à saturation dans l'accumulation, justement, des documents, tout ça. Je commence à en avoir marre. Il y a un moment où j'ai envie de dire, maintenant mon cerveau il peut partir un peu en roue libre, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de générer ses propres images quelque part, c'est-à-dire de resynthétiser un peu tout ce qui a été digéré pendant toutes ces années d'accumulation, et puis commencer à dire des choses toutes seules qui donnent naissance elles-mêmes à d'autres choses, qui donnent naissance à d'autres choses, et voilà, ça fait des générations d'imaginaire.
Et ça, c'est un grand bonheur. Mais c'est vrai que ça vient après 20 ans, à 15 heures par jour, week-end compris. Donc, ces accumulations. Ce sont des accumulations, oui. Et alors, justement, Vincent, puisqu'on parlait de musique, comment s'est donné ce projet? Et puis alors là, comment ça marche les correspondances entre la musique et le texte? Et surtout pour faire travailler les auteurs. Pour faire travailler des auteurs aussi différents autour de la même œuvre. Comment ça s'est créé? C'est tout simplement en 96, quand le Requiem est sorti, on m'a filé une copie en me disant qu'il fallait absolument que j'écoute ça. C'était l'hymne de la SF. Je ne sais pas si vous connaissez Yann Min, qui m'a donné ça. Donc si vous connaissez le personnage, vous savez sous quelle forme il a pu me le donner. Et j'ai mis beaucoup de temps à l'écouter parce que c'est une œuvre qui est très dure, surtout au début. Et avant de lui rendre, je me suis dit, je vais quand même l'écouter pour ne pas faire le mal poli. Et en fait, il y a eu un flash, quelque chose. Je me suis imprégné de la musique, comme on disait précédemment, et ça m'a évoqué énormément de choses. C'est-à-dire qu'en l'écoutant, je voyageais justement dans les univers que j'avais déjà connus, les univers classiques, la guerre des étoiles, comme le Seigneur des Anneaux. La musique était très très différente d'un morceau à l'autre, même si c'était les mêmes instruments, c'était les mêmes voix, elle véhiculait des choses très très différentes. C'est pour ça qu'en fait, quand je me suis dit qu'il faut absolument j'écrive quelque chose dessus, parce qu'en fait c'était devenu un besoin. À force de la réécouter, j'avais vraiment besoin de produire quelque chose. Et le plus évident pour moi à cette époque-là, c'était le texte. Et je me suis vite rendu compte que tout seul, qu'auteur débutant, j'avais pas les épaules pour produire autant. Donc avec mon ami Olivier Gechter, qui a été le deuxième à écouter le Requiem, on s'est dit on va faire un casting d'auteurs. On va essayer de trouver 12 autres copains d'écriture pour se charger chacun, 14 parce qu'il y a 14 pages sur le disque. On va se répartir chacun une plage et laisser l'auteur s'imprégner de son morceau et produire ce qu'il veut avec dans l'univers de son choix. C'est pour ça que en fait, ça a été, on va dire, plus ou moins facile d'avoir des textes avec autant de personnalités différentes, parce que de toute manière, les morceaux étaient très différents entre eux, et on leur avait laissé la bride lâche pour laisser leur imaginaire vagabonder sur leur musique. Le seul... disons que la cohérence du recueil s'est créée en elle-même, puisque de toute manière, on avait la musique derrière qui était homogène. Et le seul, la seule figure imposée qu'on avait donnée à chaque auteur, c'était de reprendre le texte du libretto correspondant à chaque morceau. Donc ça formait une sorte de fil rouge tout le long du recueil. Mais ça fait quand même des textes indépendants. Il n'y a pas de continuité narrative. Et le compositeur, il a vu l'ouvrage terminé. Qu'est-ce qu'il en a dit? L'ouvrage terminé, je ne sais pas si on lui en a fait parvenir. Je pense que Nathalie lui en a envoyé un, mais on avait fait un pré-recueil nous-mêmes, un espèce de dossier de presse qu'on lui avait envoyé. Et il avait trouvé le projet très, très intéressant, très motivant. D'accord, alors les liens qu'il y a aussi avec la musique, c'est Jean-Luc ici, l'homme orchestre, parce que tu es aussi dans un groupe de rock. Puis il y a une sorte d'effet de miroir. Quand tu parles de l'école de Caen, il y a l'hommage aux anciens, nous sommes nourris de nos prédécesseurs et nous aidons les suivants, donc tout se tient.
Et cette littérature, j'ai l'impression qu'on bascule dans l'autre monde. Ça, c'est quelque chose qui vient assez souvent chez toi, c'est le miroir, alors que là, nous avons le double. Wonderland, finalement, on passe de l'autre côté du miroir. Le fait de voir justement les personnages que l'on a aimés apparaître dans les romans, c'est aussi les faire passer de l'autre côté du miroir. On a la même chose avec Mission Alice, où tu fais intervenir Gérard de Nerval, qui aurait rencontré Lewis Carroll, donc ce sont encore des thèmes très forts. Ouais, la musique.